Et salut tout le monde, ça fait un petit moment que j'ai disparu de la chaîne, ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai pris des vacances, mais le souci quand on prend des vacances, au-delà de dépenser beaucoup d'argent, c'est surtout qu'on revient avec des idées nouvelles, on a pris beaucoup de recul, on a pris beaucoup de... On met les choses un peu en perspective, et surtout que pendant les vacances, j'ai vécu des choses qui ont fait que j'ai disjoncté. Voilà, je vous le dis, j'ai disjoncté, donc je vais faire une vague de disclaimers avant que vous grimpiez au rideau, etc. Première chose, c'est que vous avez cliqué sur la vignette Truman Show. Alors oui, on va parler de Truman Show, le film, mais 30 secondes pour mettre un peu ça dans le contexte, pour comprendre de quoi on parle. Mais on va parler surtout du Truman Show français, que nous sommes, nous, en train de vivre, nous les Français. Il y en a qui sûrement qui en ont ras la casquette. Et je suis un peu comme vous, finalement. Vous allez voir, vous allez voir où je veux en venir. Donc j'espère que tu t'es fait un bon café. D'ailleurs, ça va être une conversation de café. Voilà, ça va être une conversation full détente. Voilà, c'est pas une vidéo très montée, etc. Bien au contraire. D'ailleurs, c'est pas non plus un virage politique de la chaîne. Je suis d'ailleurs apolitique. Voilà, pour tout vous dire, je suis encarté nulle part. J'ai pas de, je prêche pas la bonne parole pour tel ou tel parti. Bien au contraire. J'ai déchiré ma carte d'électeur il y a très longtemps et j'ai eu un débat encore récemment parce que il y a eu les municipales et j'ai pas voté, bien sûr, et on me dit oui, mais non, mais tu te rends pas compte. Alors c'est vrai que les municipales c'est important, ça permet d'avoir on va dire un peu de pouvoir sur ce qui se passe dans la commune, mais dès que ça se passe à grande échelle, on a l'impression que les manettes nous sont retirées et je pense que c'est pas qu'une impression, je pense que c'est bien réel. Donc moi je vote plus depuis très longtemps. Et donc, je suis apolitique. Donc, commencez pas à me mettre une couleur politique. Ouais, mais c'est un discours comme si tu te penches de tel ou tel côté. J'en ai vraiment rien à faire. C'est vraiment une conversation de café. D'ailleurs, le café, j'espère que tu t'en es fait un. Regarde, moi, je m'en suis fait un aussi. Je vais boire une petite gorgée avec toi. Voilà, ça fait du bien. Ça met les idées au clair. Donc, c'est pas un virage politique de la chaîne. C'est pas à l'avenir, on parlera encore d'iRacing, etc. Je compte bien reprendre les manettes. On va parler encore de matériel et ainsi de suite. Mais je trouvais que ce petit trait d'humour, le simulateur français, parce que tu sais que j'ai fait le simulateur de robot, le simulateur de peur, etc. Mais là, avec ces vacances que j'ai vécues, là, je me suis dit non, c'est pas possible, il faut vraiment en parler. Donc, conversation de café, ça va faire du bien. Bah, écoute, c'est carrément un podcast, hein, t'es pas obligé de regarder l'image. Et donc, oui, comme je t'ai dit, j'espère que tu t'es fait un bon café. On y va. Allez, premier ingrédient qu'on va mettre dans cette vidéo, c'est évidemment le film Truman Show de 98. Alors si tu l'as vu, tu sais forcément de quoi je parle, mais si tu l'as pas vu, alors déjà, il faut se poser les bonnes questions. Mais voilà, c'est une grosse masterclass de 1998 réalisée par Peter Weir, qui a fait Master and Commander, Le Cercle des Poètes Disparus, donc c'est pas un touriste. Il a été écrit par un gars que j'apprécie énormément, Andrew Niccol. Il a réalisé Bienvenue à Gattaca, qui est une masterclass. Il a fait aussi Lord of War, Time Out, etc., etc. Et donc, Truman Show, c'est quoi? C'est l'histoire alors, c'est incarné évidemment par Jim Carrey, mais qui joue le rôle de Truman Burbank, qui est un gars lambda, voilà, de la classe moyenne dans un monde qui s'appelle Sea Haven, et qui se lève le matin, qui va travailler, et puis le soir il rentre chez lui, il embrasse sa femme, et puis ainsi de suite, les journées s'enchaînent. Il a des amitiés, donc il a un amour, et puis il a une carrière professionnelle qui est escalée, et puis il y a quelque chose qui va pas. Il est en train de se dire qu'il y a un truc qui va pas, il s'ennuie dans sa vie, et il va gratter, il va essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière les plâtres. Et derrière les plâtres, en fait, il y a une vaste mise en scène. Alors, c'est pas un gros spoil, hein, puisque c'est vraiment on va dire le thème du film, c'est qu'en fait, Truman participe à une énorme émission de télé-réalité où il en est le personnage principal depuis tout petit. Et d'ailleurs, c'est l'émission la plus regardée dans le monde, etc. Et sauf que lui, il le sait pas. Et il va s'en rendre compte par la force des choses. Et c'est toute la trame du film qui est vraiment exceptionnelle. Et donc, là, je viens de partir en vacances. Et faut vraiment que je pose bien mes pions sur le damier pour que vous compreniez un petit peu comment je vais aborder ça. Je suis parti aux Émirats Arabes Unis, en plus pendant les événements. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a la guerre en Iran avec Israël et les États-Unis qui se sont mis la main dans la tapette à souris. On va dire ils sont très très mal. Et toute la région est une vraie poudrière. Et nous, comme tout le monde, on a suivi ça à travers les médias français. Et je sais pas comment aborder ça correctement, mais attache bien ta ceinture. Moi non plus, j'étais pas prêt.
Alors, faut savoir aussi que ce voyage était prévu depuis bien 6, 8 mois. Et les femmes de la famille en parlaient déjà depuis 1 an et demi. Elles voulaient fêter leur anniversaire en commun à Dubaï. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'événement, hein. C'était vraiment voilà, une ville où si tu voulais fêter ton anniversaire, ben, ça pouvait bien se passer. Même très très bien se passer. Et là, avec les événements, ben, on se dit, mais attends, c'est pas possible, on va à la mort, qu'est-ce qui se passe, etc. En plus de ça, les médias qui en font des tonnes à la télé, les réseaux sociaux avec des influenceurs complètement paniques, des scènes de panique dans les aéroports, des gens qui veulent quitter les Émirats, etc. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible, c'est la fin du monde. Des débats sur les plateaux télé, on vous parle du mirage de Dubaï, le mirage des Émirats, etc., qui va forcément disparaître comme un château de sable. Et toi, tu as un billet d'avion, tu veux partir parce que tu veux partir en vacances, mais tu te dis, bon, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on n'est pas complètement suicidaire? Et dans tout ça, ma belle-mère est partie avec sa sœur, finalement en décalé par rapport à nous, en plein début des événements, sur place. Alors le vol pouvait être annulé hein, par Emirates, etc. à la dernière seconde. Et pourtant, le vol n'a pas été annulé. Et donc, ma belle-mère nous dit par téléphone, une fois sur place, 3 semaines avant que nous, on parte avec la femme et l'enfant, elle nous dit, mais c'est formidable, il ne se passe rien, on vous ment dans les médias. Et là, on va tomber dans le complotisme, le turbo-complotisme. Alors, il faut savoir que ma belle-mère, en plus, elle n'a pas une grosse culture du voyage. Elle n'est jamais sortie d'Europe en 70 ans. Il faut imaginer un peu le game. Et donc, elle arrive dans une ville qui est censée être en guerre, une ville qui est, voilà, une ville qui va s'effondrer sous les bombes, etc. Une administration, enfin, tout part à la cave. Et elle nous dit qu'elle a passé des vacances extraordinaires et que c'est plus sécurisé que la France. Et donc, quand elle revient en France, elle me dit, mais si c'était qu'à faire, si je pouvais, ben, je repartirais immédiatement. Et je me dis, mais ma belle-mère a pété un boulon. Mais elle nous dit, mais vous risquez rien, vous partirez, vous verrez bien, vous sur place, etc. Et avec ma femme, je me dis, bon, alors ce vol, on l'annule pas, qu'est-ce qu'on fait? On se fera rembourser. Et puis on décide de faire comme a fait la belle-mère finalement. Alors tu vas peut-être penser que c'est de l'inconscience, qu'on est suicidaire, etc. Mais il faut dire que j'ai fait un peu comme pour le Covid, c'est-à-dire que j'ai laissé un petit peu, on va dire, les émotions de côté, et j'ai essayé d'être un peu clairvoyant en me disant que les compagnies aériennes n'avaient aucun intérêt à nous envoyer à la mort. Sur place, l'administration, etc., les États, parce que les Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, Dubaï et ainsi de suite, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des ressortissants sur leur sol qui se prennent des bombes sur la figure. Et je dis à ma femme, écoute, tant qu'on n'est pas sur le tarmac là-bas, eh ben, on garde le champagne au frais, mais en attendant, bon ben, on y va. On y va, tant pis, on y va, on fait les bagages avec le petit. De toute façon, ça fait un moment qu'on se fait une montagne pour partir en vacances. On va aux Émirats Arabes Unis, on va à Dubaï. Et donc, si tu m'entends dans cette vidéo, bah, c'est que oui, je suis revenu de vacances. Et on est resté 2 semaines dans les Émirats, quasiment. Et on n'est pas resté à l'hôtel, tu te doutes bien. Location de voiture, on a bourlingué, on est allé 2 jours sur Abu Dhabi, on est allé dans le désert, on a fait de l'autoroute, on a fait de tout, Burj Khalifa et compagnie. Je vais pas te raconter mes vacances en détail, mais on n'est pas resté à attendre que ça nous tombe sur la gueule, tu te doutes bien. Et si je vous dis, je suis pas payé pour ça, hein, j'ai plutôt moi beaucoup payé sur place, parce que la vie est quand même pas donnée, mais je suis pas payé pour vous dire ça. C'est que on est plus en sécurité dans les Émirats en temps de guerre, et je dis guerre avec de grands guillemets, qu'en temps de paix en France. Je vous jure, c'est lunaire, c'est incroyable. Il faut le voir pour le croire en fait. On est, en termes de sécurité, je pense, au niveau du Japon. Voilà, moi qui connais bien le Japon, je pense qu'on est au niveau du Japon en termes de sécurité. Et c'est incroyable. Il ne se passe rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Alors, on va dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité. Je suis arrivé sur place, dès l'aéroport, quand on a passé la douane, et on a reçu des alertes sur les téléphones qui nous disaient « Attention, possible frappe de missiles, etc. » Et ça, c'est parce qu'on est sur le réseau émirati, Dubaïot. Et on en a eu des alertes comme ça pendant... Ça a duré peut-être 1 jour et demi, 2 jours à tout casser. Et puis, plus rien. Et en fait, il ne s'est rien passé. D'ailleurs, même les alertes, c'était du pipeau, il ne se passait rien. Ils le font, je pense, par principe.
Et bon, tu vas me dire, oui, mais tu pouvais pas le savoir, et puis si c'était tombé, tu tiendrais un discours différent. Oui, mais en attendant, je te dis la vérité, je te dis ce qui s'est passé. Donc nous, sur place, les médias en France nous disent c'est la fin du monde, ça va disparaître, et t'as les réseaux sociaux qui en mettent des tartines, et t'as la vérité du terrain, tu te dis mais il se passe rien. Et c'est plus sécure qu'en France. Les femmes sont plus en sécurité dans les Émirats qu'en France, à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle tenue d'ailleurs. Faut pas non plus déconner, hein, tu vas pas te balader l'effet salaire, mais bon, même en France, faut peut-être pas pousser non plus. Il y a énormément de tolérance. J'ai été très très surpris. On est dans des pays où c'est des monarchies, où les cheikhs, les rois locaux ont énormément de pouvoir. Le roi de Dubaï ou le roi d'Abu Dhabi ont un pouvoir colossal. Il n'y a pas de démocratie, hein, tu t'en doutes bien. Mais pourtant, ça tourne et c'est rond. Et il y a énormément de tolérance. J'ai été très surpris de voir des femmes. Alors, le topless est interdit sur les plages, mais des femmes stringées sur les plages. Et des plages façon Miami, hein. Je plaisante pas. Et pourtant, tu as l'appel à la prière 5 fois par jour avec le muezzin, etc., avec les différentes mosquées. Même dans les centres commerciaux, tu entends l'appel à la prière. Et il y a énormément de tolérance. Et ça se passe bien. Et ça se passe toujours très bien. C'est très fluide. C'est dingo. Donc, aucun sentiment d'insécurité sur place. Mais ça, c'est pas qu'un sentiment, hein, c'est réel. Et puis, c'est pas tout. C'est les différentes conversations que j'ai eues avec les expatriés sur place. Attache-toi bien, assis-toi. Fais attention, tu vas tomber. Alors attention, hein, quand je dis expatriés, c'est pas des Français. C'est des francophones. Tunisiens, Algériens, Ivoiriens, Congolais. Et je vais pas donner trop de détails sur leur profession ou leur situation, etc. là-bas, pour pas les mettre dans la sauce. Mais je vais vous donner juste quelques détails au détour de certaines conversations. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, c'est vraiment une vidéo café du commerce. Hein, là, on discute, voilà, c'est bonne franquette. Et donc je parle avec un ancien champion de karaté qui est là depuis 20 ans dans les Émirats, depuis 2006. Et je lui dis alors, nous, dans les médias, on dit c'est la guerre, c'est machin. Il me dit mais vous avez vu, il se passe rien. On dit que c'est une guerre de luxe. Il se passe rien. Je suis d'accord, ouais, oui. Et sinon, on dit aussi que les Émirats, Dubaï et compagnie, ça va disparaître, c'est un mirage dans le désert. Et il me dit, vous savez, moi, donc depuis 2006, j'en ai connu des crises, les subprimes, etc. Et on s'en est toujours remis. Et d'ailleurs, ça n'a fait que croître depuis. Il faut voir hein, ce qui s'est passé en 30 ans, 40 ans. C'est un truc de dingo ce qu'ils sont arrivés à faire. Et j'ai eu aussi l'occasion de parler avec une nana du côté d'Abu Dhabi, qui est là depuis 14 ans dans les Émirats. Alors elle était ingénieure avant hein, d'arriver dans les Émirats. Elle avait une grande carrière qui était promise chez Renault. Elle s'occupait des chaînes d'assemblage, etc. dans son pays. Et elle me dit, par la force des choses, elle s'était défoncée dans ses études pour faire carrière voilà, en tant qu'ingénieur. Et puis, la force des choses l'a amenée aux Émirats, à Abu Dhabi. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites là, etc. On rigole, hein, à chaque fois que tu rencontres un francophone, tu discutes. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. La qualité de vie, la sécurité. D'ailleurs, elle a fait 2 enfants sur place. Donc, elle a une grande de 14 ans et une autre de 8 ans. Et elle me dit, et donc, on discute du côté attractif de ce que met en place les royaumes pour les gens qui veulent s'y installer, etc. Et après, je vais vous parler de la fiscalité. Vous êtes vraiment pas prêts, hein, très clairement. Et donc, elle nous envoie des signaux. Déjà d'une, elle paye 3 fois par an le voyage à ses parents qui viennent du pays, je vais pas vous dire lesquels, et qui, voilà, parce que elle veut plus quitter les Émirats. Elle y est bien. Et elle me dit, mais moi, je veux que mes parents voient où je vis. Donc 3 fois par an, elle leur paye le billet d'avion aller-retour. C'est quand même... voilà, et bon, elle peut se le permettre. Hein. Et c'est incroyable. Et c'est tout le temps comme ça. Et on va tomber dans le turbo-complotisme plus lorsqu'on s'est baladé dans une galerie commerçante avec ma femme et donc avec le petit, hein, parce qu'il y avait toujours le petit avec nous. Et à un moment, on passe devant une espèce de conférence dans une grande pièce, une espèce de grand commerce, où il y a énormément de gens, on va dire, smart. Voilà, ça sent vraiment l'argent, ça sent vraiment les gens
bien sur eux, propres, etc. On sent que ça sent le pouvoir et l'argent, et on se fait aborder. Et donc, on nous présente un petit peu l'événement. On nous dit que c'est le deuxième plus gros promoteur de Dubaï, derrière Emaar. Emaar qui est un géant mondial. Faut voir ce qu'ils ont fait, hein. C'est fou. Ouais, c'est totalement fou. Ils ont construit tout autour de la Burj Khalifa. Vous pouvez pas imaginer. Et là, donc, c'est le deuxième plus gros promoteur qui a 50 000 projets qui sont en train de sortir de terre, ou pas encore. Enfin, bref, c'est des dessins. Des fois, c'est juste des maquettes. Et quand on discute, c'est marrant ce qu'on nous dit. Il faut investir dans des pays qui sont sous tension, etc., qui vont peut-être disparaître. C'est des mirages dans le désert. Et il nous dit, ah, mais vous êtes français. Bougez pas, je vais chercher un francophone. Vous allez pouvoir faire la conversation. Et, et donc, il y a un Algérien qui vient, qui est là depuis 2 ans et demi, très très sympa. Et on discute. Et on discute avec un... Voilà, on parle un peu la même langue, quoi. Finalement, c'est plus simple. Et donc, il nous parle un peu de la fiscalité sur place. Alors, quand je vous parlais de Truman Show français, on y est là, on est en plein dedans. Aucune taxe sur les plus-values immobilières. Vous achetez un bien à Dubaï, 150 000, 200 000, 300 000, et ainsi de suite, il n'y a pas de limite. Si vous faites une culbute immobilière, parce que le marché est en plein boom, quand vous revendez votre bien, vous reprenez votre cash en intégralité. Il n'y a pas l'État qui vient mettre ses grosses mains velues. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que j'ai du mal avec l'État qui, quand il est incompétent, vient s'accaparer le fruit d'autrui. Ça me plaît pas trop. Il n'y a pas de taxe sur les plus-values locatives. Vous avez acheté un bien pour faire de la location. Il faut savoir que là-bas, les loyers sont payés en one-shot pour 1 an. C'est-à-dire que vous avez les 12 mensualités en un coup. Donc déjà, il n'y a pas d'impayé. Au moins, déjà, ça annonce la couleur. Mais non, il n'y a pas de taxe sur les plus-values locatives. Donc vous touchez votre loyer, vous touchez votre net. C'est lunaire, hein. Vraiment, ça, c'est lunaire. Vous dites, ouais, mais il y a du risque, tu te rends pas compte, tu avances des fois de l'argent sur des projets qui sortiront pas de terre, etc. Parce que des fois, tu achètes sur plan. Quand vous donnez 20%, parce qu'en général, c'est 20% d'apport pour un bien immobilier, je suis en train de faire la promotion des Émirats alors que je voulais parler de l'État français. Mais vous allez voir qu'on va y venir quand même. Vous achetez donc un bien. Vous avancez 20% de la somme. Il faut savoir que les 20% ne sont pas dans la poche du promoteur. Ils sont dans la poche de l'État. L'État qui est caution entre le projet qui va sortir de terre et vous. Le promoteur fait sortir le projet avec sa trésorerie. Et donc, il a intérêt à y aller au bout parce qu'il n'y aura personne pour lui essayer. Alors, il a sûrement des assurances, mais c'est son problème. Et si le projet ne sort pas de terre, eh ben, l'argent qui est dans les mains de l'État vous est restitué. Et croyez-moi que l'État a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de magouille. Parce qu'ils aiment bien attirer les capitaux étrangers. Et c'est comme ça tout le temps. Voilà, c'est comme ça tout le temps. Il n'y a pas de frais de succession. Quand vous êtes aux Émirats et que votre père ou votre mère décède, ça peut arriver dans la vie, hein, ça arrive même souvent, ça arrive à tout le monde. En fait, l'État reste en dehors de ça. Et c'est normal, en fait. En France, on a pris l'habitude de se dire non, mais quand il y a un décès, il faut que l'État vienne prendre son dû. Ben non, c'est pas normal. Je vous souhaite pas de le vivre, mais vous allez le vivre par la force des choses. Nous, on l'a vécu consécutivement dans la famille. Je peux vous dire que quand ça vous arrive sur la figure, vous dites mais comment on peut le justifier, comment on peut le légitimer moralement, alors que ces gens ont trimé toute leur vie pour essayer de mettre leur famille à l'abri et l'État vient. Alors si l'État était bon gestionnaire, je dirais pas. Et c'est là où je parle de Truman Show à la française. On vous explique toujours que c'est pour votre bien. L'État gère votre argent, mais c'est pour votre bien. Ok, d'accord. Alors, vous avez bien compris, la TVA est à 5% sur place. Il y a un taux d'imposition sur les entreprises qui est à 9%. Donc c'est le plein emploi, hein, c'est le boom. C'est le boom de l'immobilier, c'est un boom économique, vous ne pouvez pas imaginer. Vous vous dites, avec si peu de prélèvements, la municipalité, comment elle s'en sort? Comment elle s'en sort? Eh ben, ils ont un des plus grands ports au monde, un des plus grands ports de commerce au monde, devant l'Europe. Je crois que le premier port européen, c'est Rotterdam. Dites-vous que le port de Dubaï est encore plus grand. Voilà, les autres ports, les plus gros sont en Chine, donc Shanghai, Shenzhen et compagnie. Et en fait, après, vous avez Dubaï. Voilà, port de commerce. Donc c'est pour vous dire, on se moque, en général, hein, c'est très français d'ailleurs, de se moquer des petits royaumes, des petits pays qui jouent leurs cartes comme ils peuvent. Il faut savoir que c'était des bédouins, les gars. Hein.
Et ils jouent des cartes qui sont très différentes de nous et qui ont l'air de plutôt fonctionner. Je vous le dis. Après, vous allez me dire aussi, oui, mais ils ont la chance, ils ont du pétrole, etc. Et non, et non. Alors oui, du côté d'Abu Dhabi. Abu Dhabi qui est un royaume très très riche. Vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est c'est incroyable. Je pense qu'un fonctionnaire doit très bien gagner sa vie là-bas. Donc il y a du gaz et du pétrole du côté d'Abu Dhabi. C'est pas le cas du côté de Dubaï où le pétrole représente à peu près 5% des revenus de la municipalité. Donc c'est pas grand-chose. Ils arrivent à créer de la richesse avec un impôt faible et un impôt juste. C'est lunaire, mais c'est vrai. Quand vous avez un impôt qui est confiscatoire, vous avez une économie qui est sclérosée et vous tuez des vocations. Vous tuez le marché de l'emploi, vous tuez le marché de l'entrepreneuriat. Et c'est ce qu'on vit maintenant en France. Voilà. On n'est pas dans les 30 glorieuses. Je pense que maintenant, vous l'avez bien compris. S'il y a 40 ans, tu te berces d'illusions, faut être face à la réalité. Alors, bien sûr que par exemple, quand tu es salarié à Dubaï ou dans les Émirats, il n'y a pas de prélèvements sociaux sur ta fiche de paye. Ton brut, c'est ton brut. Et c'est le brut plus, hein. La contrepartie, c'est que comme il n'y a pas de prélèvements sociaux, il n'y a pas de matelas social. Donc il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'assurance maladie comme on l'entend en France. Et pour les retraites, c'est pas la retraite par répartition. Et attention, je vais y venir. Tu comprends que je parle des Émirats pour mettre en perspective ce que l'on vit nous dans le Truman Show à la française. D'ailleurs, je vous mets au défi de comprendre votre fiche de paye française. Celui qui comprend le nombre de prélèvements qu'il y a sur votre fiche de paye qui étaient censés être des prélèvements temporaires et qui sont restés au cours du temps, etc. Et puis au bout d'un moment, et vous dites, mais c'est pas grave, si on nous prélève, c'est que ça tourne bien, les institutions tournent bien, etc. Et vous pensez qu'il n'y a pas d'institution, que ça tourne pas bien là-bas? Je sais pas, je vous pose juste la question. Quand vous êtes salarié dans les Émirats, votre employeur vous paye la sécurité sociale. C'est vrai que si vous travaillez pas, il n'y a pas de chômage. Donc il faut se bouger un petit peu entre guillemets. Donc il n'y a pas de... Alors, au niveau de l'emploi, attention, hein, c'est pas la sécurité de l'emploi comme on l'entend chez nous. Voilà, t'as pas. C'est vrai que dans le bâtiment, c'est hardcore. Pour l'avoir entreaperçu, même en tant que touriste, on a compris que c'est pas Disneyland Paris. C'est marche ou crève. Mais ces gens-là sont venus justement pour comme une sorte d'Eldorado. C'est un peu la ruée vers l'or. Et j'ai envie de dire que le meilleur gagne. Dans le cas de la France, où on passe notre temps à cotiser. Et par exemple, moi qui suis dans la classe moyenne normale, hein, je suis pas aisé plus que ça, nous, les aides, on ne les voit jamais. On passe notre temps à la solidarité forcée. Voilà, comme j'aime bien le dire, parce qu'on ne nous laisse pas le choix. Hein. On dit oui, mais il faut être solidaire. Oui, mais d'accord. Il y a solidarité. Et donc, on passe notre temps à être solidaire sans jamais en voir la couleur. Alors, oui, à Dubaï, quand vous mettez votre gamin à l'école, vous payez 1000 € le mois en école primaire. Et vous croyez qu'ils ne sont pas scolarisés, les enfants? Je sais pas, je vous pose juste la question. Et nous, notre niveau scolaire, il est pas en train de se dégrader. Je ne vais pas vous faire le bilan voilà, du niveau scolaire français qui est en train déjà de s'effondrer même à l'échelle européenne. Je ne parle pas à l'échelle mondiale. Et donc, si on avait un taux de prélèvement astronomique, comme c'est le cas en France, qui est quasiment... on est au-dessus des 50%. Hein, quand on met tout bout à bout, vous travaillez plus de la moitié de l'année pour l'État. On va dire, oui, mais tu payes pas les médicaments, tu payes pas l'école, tu payes rien. Ah oui, non, mais attendez, j'aimerais bien payer, en fait. En fait, on paye. On paye. Les fonctionnaires sont payés par notre salaire. Par nos prélèvements. Il faut arrêter. Donc, on vit dans un mensonge géant. En France, on paye tout. Le policier qui fait son travail, les mecs de la voirie, le prof des écoles, il est payé. Il est payé par nos impôts. Alors, il y a un truc aussi très très loufoque pour les amoureux de la voiture. Vous savez qu'en France, dans le Truman Show français, on fait de l'écologie punitive. On va vous expliquer que pour sauver la planète, il va falloir mettre encore une énième taxe, un énième malus, parce que ça permet d'aller vers la décroissance ou d'orienter l'économie, et puis ça permet et puis il faut sauver, et puis voilà, il faut limiter le CO2, le réchauffement climatique va nous détruire, etc. Et bizarrement, je sais pas, je vous dis, on est vraiment dans le Truman Show. Là-bas, j'ai l'impression que, comment ça, ils sont aux premières loges et ça les concerne pas.
Tout le monde a des gros V8, des trucs monstrueux, des caisses comme t'en verras jamais chez toi. Le Peugeot 3008 par exemple, ici qui est une voiture de taille raisonnable, là-bas c'est une Smart. Voilà, c'est une petite voiture 2 places, on va dire, tellement les véhicules sont énormes, démesurés, et les motorisations, je t'en parle même pas. Le V8 sur un Toyota ou le V8 sur un Nissan Patrol, c'est normal, tout va bien. Les trucs, c'est des camions, c'est plus gros que le Mercedes Vito de mon voisin. C'est des monstres. Et nos problèmes. Et comment ça, le réchauffement climatique, les gars, vous allez... Et les milliardaires qui investissent là-bas, les millionnaires, les milliardaires, comment ça, vous investissez dans un pays qui va être, on va dire, aux premières loges du réchauffement climatique, et qui est déjà bien réchauffé, on va dire, nos problèmes. Et nous, en France, on vous explique, je suis désolé de vous le dire, on vous explique qu'il va falloir aller vers la décroissance, qu'il va falloir que tu sauves la planète. Et ça serait bien que tu prennes presque ta trottinette. Et pourquoi pas mettre encore une énième taxe, parce qu'avec cette taxe-là, on va pouvoir réguler le climat comme le thermostat. Non mais, c'est un sketch. On est dans le sketch français, une simulation française. D'ailleurs, je vais mettre encore une petite pièce dans la machine, histoire de faire un tour de manège supplémentaire. Et cette histoire de réchauffement climatique et de décroissance sert bien notre pouvoir en place, à nous, notre pouvoir français. Il le sert à 200%. Un pouvoir qui est défaillant, qui fait des mauvais choix depuis des décennies, où le pays est mal orienté, on va pas faire... voilà. Mais c'est pas plus mal finalement, regardez. Le fait de décroître, le fait d'être sur le déclin, entre guillemets, ça permet de sauver la planète. Donc, quelque part, c'est presque un mal pour un bien. Tu peux pas aller contre ça, tu serais pas un salaud quand même. Tu veux pas détruire la planète. Et c'est un peu comme à l'époque du Covid, où on te disait que t'étais pas vacciné. T'étais quand même un gros salaud. Tu veux tuer du monde, c'est ça que tu veux. Tu vas quand même prendre ton vaccin. Et cette histoire de réchauffement climatique, cette histoire de narratif franco-français, parce que à part les pays qui sont en plein boom économique, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc ils prennent les mesures écologiques. Ne croyez pas, comme je vous ai dit, là-bas c'est très propre. Et il y a une grosse prise de conscience apparemment aussi au niveau des enfants dans les écoles, comme chez nous d'ailleurs, parce que les gamins sont matrixés là-dessus. Plus même, parce que moi le mien ça fait 6 mois qu'il est sur l'écologie, donc je peux vous dire que le moins de papier par terre il bug. Mais oui, cette histoire de réchauffement climatique, de déclassement français, sert bien le pouvoir en place qui a vraiment pas envie de nous sortir du caca, du marasme ambiant. Et donc je reviens à cette conversation que j'avais avec l'Algérien, vous savez, francophone, qui me présentait les projets immobiliers qui étaient en train de sortir de terre de Dubaï. Et je lui dis, j'ai souvent cette phrase d'accroche, et je lui dis, mais vous savez, nous dans les médias en France, on a tendance à charger la mule, et sur Dubaï, et sur les Émirats, et encore plus avec les événements. Et il me dit, vous savez pourquoi ils font ça? Alors là, on est dans le turbo-complotisme, on y est, c'est Truman Show. Ils font ça pour faire peur aux gens, et pour pas que les capitaux fuient le pays. Et là, on parle bien de la France. Ils ont tout intérêt à essayer de garder un cheptel, un parc client, ou un parc de gens captifs, pour essayer de les traire encore au maximum. Parce que si les gens savaient, ils remettraient les choses en question. Je dis pas que c'est le jardin d'Éden là-bas, comme je vous ai dit, c'est pas Disneyland Paris, mais c'est pas non plus Disneyland Paris en France, faut être honnête. Et j'aime bien mettre les choses en perspective, donc donc voilà, c'est un gros fourre-tout cette vidéo. C'est vraiment, je vous ai dit, c'est complètement déconstruit, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais je voulais vous livrer mon idée, ma vision de ce que j'avais un petit peu entreaperçu, et surtout que quand vous revenez en France, vous dites nom de Dieu. Mais on nous a bien menti. On est très loin de la réalité. Et pire que ça, c'est qu'il y a un retour à la réalité en France. Et là, je suis désolé, on est français, on va se critiquer, on va un peu se flageller. Nous sommes sales. Nous, les Français, on est très très sales. Ils sont ultra raffinés et ultra propres. Vous savez on n'est pas réputé pour être propre, les Français. Mais je peux vous le dire, moi, je suis au contact de la clientèle au quotidien. C'est l'enfer. C'est l'enfer. On est un peuple pourri. On est sale. Déjà, on ne sent pas bon. Enfin, vous peut-être, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je sens bon. Les gens sont soit mal habillés, soit ça sent mauvais. Ça se lave pas. Très clairement, ça prend pas des douches tous les jours. Et je tire pas sur les Français pour... J'aimerais bien qu'on soit à la hauteur de ce qu'on doit être. Et c'est pas le cas. Il y a un espèce de un grand avachissement français.
Donc c'est crade quand on revient en France. C'est pas le cas là-bas. C'est ultra propre, hormis le désert. Faut être honnête, le désert est pas propre. Mais là, les villes sont cliniques. Vous pouvez manger une pizza sur le trottoir. Hein. Les toilettes sont d'une propreté, vous ne pouvez même pas imaginer. On est du niveau du Japon. Hein. Le Japon, c'était clinique, c'est-à-dire que tu peux être dans la plus grande gare du Japon et tu peux manger des sushis sur la cuvette des chiottes. Je fais un peu un trait d'humour, mais tu as compris l'idée. Voilà, là-bas, dans les Émirats, c'est pareil. C'est pareil, c'est ultra, c'est clinique, c'est propre. Et alors, tu me dis, oui, mais on est des hommes, on s'en fout. Je te rassure, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes, et elles sont très sensibles à ça. Moi, j'en ai une, hein, évidemment, qui m'a dit, mais c'est incroyable, d'ailleurs, c'est pas la seule. Hein. Elle m'a dit, c'est du niveau du Japon, et c'est vrai. Donc, c'est un peuple, c'est des nations, des petits royaumes très propres, très bien entretenus, où les gens savent se tenir, très bien habillés, ça sent bon, ça sent très très bon, ça sent le parfum, et c'est le parfum du Moyen-Orient, c'est très spécial, mais c'est... si vous êtes sensible un peu à ce genre de choses, c'est vraiment très très agréable. C'est des gens très raffinés, voilà. Alors attention, il y a de tout aussi. Il y a un peu de la vulgarité. Il y a des gens qui sont refaits, botoxés. Ce que vous voyez parfois dans les trucs de télé-réalité, ça existe aussi, mais c'est vraiment pas la majorité, très clairement. Donc, et quand on revient en France, bah oui, on arrive dans des gares françaises. Faudrait que je vous raconte. Bah si je vais vous raconter, tiens, puisque de toute façon on est dans le simulateur français, donc on continue. On arrive à Charles de Gaulle, on sort terminal numéro 2 pour attraper un Uber, et on se demande déjà si la guerre, elle était là-bas ou elle est ici. Je te jure, c'est lunaire. C'est lunaire. Et on l'attrape le Uber, hein, heureusement, mais c'est un espèce de grand bordel à la française. On en a le secret, hein, parce qu'à chaque fois que je vais dans un aéroport ou dans une gare, on a le secret de ça. Et puis après, bon, tu as les correspondances en train, etc., pour rentrer chez toi. Les gares et l'état des trains en France, on en discute ou pas? Moi, j'ai déjà pris les transports en commun longtemps en France. J'en les ai pris là-bas aussi, je les ai pris dans plusieurs pays. Dubaï, tu te doutes bien, c'est clinique. Le métro aérien, le tram qui a été fait par Alstom d'ailleurs. On a quelques boîtes françaises qui travaillent là-bas dans les Émirats. On n'est pas des rigolos. Mais en France, tu te demandes, on n'est pas à la hauteur de nos grands industriels français et on saccage tout, donc les trains sont dégueulasses, on paye ça une blinde. Les toilettes sont dans un état pas possible. On arrive, on fait une correspondance dans une gare, là c'est le passage un peu comique, un peu crade de l'audio, de la vidéo, où tu as un toilette pour toute la gare et il y a 15 minutes d'attente. Alors, on avait une correspondance d'1 heure, tu vas me dire, mais ça va, t'as le temps. Oui, non, mais enfin bon, quand t'es avec un enfant en bas âge et qu'il y a une urgence, il faut qu'il fasse pipi, le gosse. Et t'as quand même 15 minutes d'attente. Et tu te doutes bien que quand tu vas rentrer dans les toilettes, eh ben, ça va être la guerre des étoiles. Et c'est la guerre des étoiles. C'est l'épisode 8, 9 et 10. Et à chaque toilette dans laquelle tu vas rentrer, c'est la guerre des étoiles. Les Français n'arrivent pas à viser le trou. Ils en mettent partout, c'est dégueulasse. Et c'est l'enfer. Et ça sent pas bon. Ça sent l'urine partout. Je vous jure, c'est vrai. Il faut vous regarder faut vous regarder dans la glace. Et je sais que ça va grincer des dents en commentaire, etc. Mais j'en ai rien à faire. Je vous dis les termes. On est dégueulasse. Et les gens font une tronche de 4 km. Tu vas dire, oui, mais tu reviens de vacances, c'est normal, t'as des paillettes plein les yeux. Mais non, mais écoute, on n'est pas tout le temps en train de siroter des cocktails, mais même en vacances, hein, si tu veux, tu peux juste faire une simple balade, main dans la main, et tu le vois dans les yeux des gens, dans le commerce. Dans le commerce, moi je travaille dans le commerce, et je vois les clients, et je vois les choses. Enfin, je veux dire, arrêtez de vous mettre des œillères, les Français. Et je reviens donc sur cette histoire de Truman Show français. Et je vais, une dernière, je vais évoquer la fiscalité française et surtout le mensonge français au sujet des retraites. Alors, tu es en train de te dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis sur Olivier iRacing, il nous parle des retraites, mais moi, je veux du fun, je veux des... Mais oui, non, mais je sais très bien. Et d'ailleurs, si tu es encore là à m'écouter, à écouter mes bêtises, c'est que, quand même, quelque part, tu te poses des questions. Alors, tu sais que le système des retraites françaises, c'est un système par répartition qui est presque unique au monde, hein, puisque c'est les actifs qui payent les retraités. C'est-à-dire que tant qu'il y a des gens qui travaillent, tant qu'il y a de l'impôt qui rentre dans les caisses de l'État, eh ben, cet argent-là qui est collecté va payer les retraites. Et le problème de ça, c'est que ça marche quand il y a une démographie galopante. Ça a été mis en place après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale.
Mais le problème de ça, c'est que, bah oui, quand ça a été mis en place, il y avait 5 ou 6 enfants par femme. Et on n'en est plus là. En 2025, en France, il y a 1,5 ou 1,6 enfants par femme. Donc on a une démographie qui s'effondre, hein, alors que moi, quand j'étais au collège, on m'expliquait encore à l'époque hein, que la France était un petit peu la Chine de l'Europe, parce on avait encore une démographie qui tenait la route. C'est plus le cas, hein, c'est fini. Et donc, ça va coincer. Ça va coincer. On est tous concernés, hein. Et les retraités actuels, qui sont déjà, on va dire, sur le haut de la vague, sur la fin, et nous qui sommes même pas encore sur la vague, et qui cotisons. Parce que quand nous, on va arriver à la retraite, si on y arrive, qui va payer nos retraites s'il n'y a pas assez de cotisants? C'est ça la question. Et j'ai envie de dire, avec des budgets qui sont toujours en déficit, parce que je ne veux pas te bassiner aussi avec l'économie française, hein, ça va faire beaucoup, là je pense que ça fait un moment que je parle, on va pas payer les retraites par de la dette. La dette qui est devenue un budget plus gros que les intérêts de la dette sont plus gros que le budget de l'éducation nationale ou que le budget de l'armée, le budget de la défense. C'est incroyable. Je parle des intérêts de la dette. Et donc, tu as l'économie française qui est sclérosée, ça coince. Ça coince. D'ailleurs, tu le vois bien, tu vas à la pompe à essence, ça coince, tu vas faire tes courses, ça coince, tu payes, tu as les impôts qui arrivent, ça coince, ça commence à coincer un peu partout. Ça coince dans le monde du travail. Moi, je suis dans une grosse boîte, ça coince aussi. On est bloqué au niveau politique, ça va bloquer au niveau des retraites. Il va y avoir des réformes à faire dans ce pays, et ça va se faire dans la douleur ou pas. Alors, ne me jetez pas la pierre. Je suis juste... moi, je suis comme vous, je suis dans le manège. Je suis français. Je vous parle du Truman Show français, du mensonge à la française. On nous ment. Le système de retraite français est un Ponzi. Voilà, c'est les entrants, les derniers entrants qui payent pour ceux qui sont déjà dans le train. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'entrants et tu vas payer comment ceux qui sont dans le train. Il y a d'ailleurs, c'est pas une vraie phrase, mais vous savez, quand Bernard Madoff, le gars qui avait monté un Ponzi à Wall Street, il s'était fait arrêter par la SEC aux États-Unis. C'est faux, mais c'est rigolo. Et on lui donne cette phrase qui dit: mais comment vous avez eu cette idée de faire ce montage financier où vous promettiez des rendements pour les nouveaux entrants? Et il disait: je me suis inspiré des retraites françaises. C'est pas vrai, hein, c'est pas le cas. Mais ça pourrait être vrai. Ça pourrait être vrai. Cette phrase, il l'a pas dit. Mais ça pourrait être très vrai. C'est un Ponzi. Les retraites françaises sont des Ponzi. On va dire: mais comment ils font dans les autres pays? Dans les autres pays, il y a aussi un système par capitalisation. Tu peux pas compter que sur les nouveaux entrants, surtout quand il y a une démographie qui est en train de s'effondrer, parce que ton système de retraite ne marche pas. Et on va être pris dedans. Hein. On va se faire laminer. Alors je sais que c'est une vidéo qui est pas fun. C'est pas fun du tout là de parler comme ça de Truman Show français. Je te parle des Émirats qui sont pas non plus... voilà, comme je l'ai dit, attention, hein, j'idéalise aucun pays dans le monde et je suis très lucide. Autre truc un petit peu rigolo, parce qu'on nous dit oui, mais en France, vous avez la liberté d'expression. Donc c'est bien, on peut s'exprimer, c'est pas mal. Et puis, vous pouvez voter. Voilà, c'est une république. Et puis, voilà, tous les 5 ans, on fait tourner les gens, etc. Oui, c'est super, mais quand c'est défaillant, c'est défaillant. Peu importe le régime en place, ça peut être une république bananière, une monarchie de droit divin ou une république, tout court. Quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Et quand t'as des incompétents au pouvoir, t'as des incompétents. Peu importe la couleur, l'origine, la croyance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment, me dites pas en commentaire: non, mais c'est formidable, tu fais un tableau noir, on a des propositions politiques avec des gens dignes à la hauteur Non, on n'a pas de gens à la hauteur de ce que le pays a été par le passé. On est sur on est vraiment sur l'héritage des anciens qui se sont cassés un cul, voilà, pour parler vulgairement, et on est en train de... Ouais, on n'en a pas conscience. Nos dirigeants actuels, parce que moi je suis pas aux manettes, hein, moi quand je suis aux manettes de ma vie, croyez-moi, ça ne tourne pas de la même façon. Mais quand vous avez des dirigeants qui n'ont pas les épaules ou qui n'ont pas la conscience de ce qu'il faut faire, etc., voilà, les bons choix, dire... Enfin, vous voyez bien, je vais pas citer de nom, hein, je pense que de toute façon, de tous les partis politiques, il
n'y en a pas vraiment qui vaille la faire, on est d'accord. Donc voilà, c'est un tableau qui est pas glorieux. C'est un tableau qui est, à mon avis, qui est plus proche du réel que ce qu'on nous raconte dans les médias. Qui est vraiment une fiction. C'est une fiction à la française. Allez, je vais vous faire encore grincer des dents une dernière fois et puis après on va se quitter là-dessus. Vous voulez que je vous parle de l'essence et de la fiscalité de l'essence là-bas dans les Émirats? Alors, vous allez me dire oui, mais ils sont producteurs d'essence, de pétrole, et puis là-bas dans la région, machin, et d'accord. Bon. Alors, en plus en ce moment c'est un vrai sujet. Je loue la voiture, et puis à un moment il faut faire le plein d'essence forcément, et donc je vais à la station essence, et il y a du personnel pour te servir, tu descends même plus de la voiture. Alors, au début je comprends pas, je dis mais le mec il m'embrouille, qu'est-ce qu'il fait, il va me faire un Trafalgar et tout. Non, il m'explique clairement qu'il veut que je donne l'essence que je veux qu'il mette dans le réservoir, et il me demande s'il veut faire le pare-brise, etc. Enfin bref, j'ai halluciné quoi, du niveau de service, et c'est 70 centimes d'euros le litre d'essence. C'est lunaire. Quand on est à plus de 2 euros maintenant en France, et c'est de la taxe. On crée de la richesse par la taxe, et on crée de la richesse chez nous, hein, avec des ministères qui sont toujours en déficit permanent. Ça ne s'arrête jamais. Donc mauvaise gestion de nos dirigeants qui remplissent le tonneau des Danaïdes, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que tu auras beau le remplir de pognon, ça part je sais pas où, mais on n'en voit jamais la couleur. Et t'as tout qui se barre en cacahuète. Allez, encore un truc très drôle. Là, j'ai parlé de l'essence, ça fait grincer des dents, c'est le moment. On parle des délais de l'administration. Parce que tu pourrais dire, oui, mais alors les administrations, là-bas, ça doit être vachement lent, ça doit être compliqué, il n'y a pas de prélèvement, donc forcément, il y a tout qui rame. Tu achètes un bien. Donc, t'as pas encore t'as pas la nationalité du pays. Mais tu achètes un bien sur place. Le promoteur fait tout son possible pour que tu aies ta carte de résident, ta carte de séjour. Donc, en fonction de la valeur du bien, c'est soit 2 ans, soit le Golden Visa qui va durer 10 ans, renouvelable évidemment si tu possèdes toujours le bien. Et cette carte de séjour, ce visa, tu l'as entre 3 et 5 jours. Et ça, c'est quand tu es ressortissant étranger là-bas, hein, aux Émirats. Voilà, c'est pour te donner un peu le topo. C'est franchement extraordinaire. Quand ici, tu vas faire ton passeport ou ta carte d'identité, t'en as pour 2 mois. Alors que tu es français. Hein. Tu es français en France. Et donc voilà, la boucle est bouclée. Il y a tellement de choses que j'aurais pu aborder. Si tu veux, on peut en parler en commentaire. Si tu veux me tacler, bah écoute, tacle-moi. T'as peut-être que ça à faire. Tu dois adorer l'état de ton pays, les institutions, tes dirigeants, etc. Et tu as peut-être raison. Hein, je sais pas. Hein, c'est peut-être toi qui as raison. Et puis, rassure-toi, la chaîne continuera à parler de sim racing, etc. Mais pour une fois, on a parlé un peu de sujets, de sujets un petit peu plus matures, on va dire. Voilà, ça change un petit peu du ton habituel de la chaîne, ça fait du bien. On revient de vacances, on est un peu requinqué. Et puis moi, je vous dis à très, très, très bientôt.